Bonjour, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés, plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours un point commun, le Berry. J'ai le plaisir de recevoir Marion Sicot, cycliste professionnelle et auteure d'un livre sur le dopage tiré de son expérience personnelle. Sportive et passionnée de vélo depuis petite, première course à 11 ans, Marion s'engage à sport-études au Blanc à l'âge de 15 ans. À 23 ans, elle intègre une équipe professionnelle italienne, un but pour toute cycliste, mais l'expérience s'avère difficile avec un retour en amateur. Puis, à nouveau, Marion est repérée par une équipe belge qui lui redonne sa chance, cette fois à 25 ans. Mais une spirale infernale se met en place, avec du harcèlement sexuel, une mise de côté, puis le dopage à l'EPO comme seule solution pour sortir de l'emprise de son directeur sportif. Paradoxalement, Marion a recours au dopage pour qu'on la laisse tranquille. Elle raconte son histoire dans un livre, Harcelée, dopée, mais de retour, aux éditions Black Elephant, et m'a fait l'amitié de revenir sur cette expérience avec honnêteté, en évoquant sa naïveté d'alors et ses sentiments quand tout s'effondre. Elle évoque les débuts difficiles et les sacrifices, le contrôle antidopage, mais aussi le sentiment de trahison, la rédemption, la résilience, la thérapie, le retour. On a parlé de Jan Ullrich, de son métier d'éducatrice, de la Brenne, et de son nouveau record du monde remporté en septembre dernier dans les Alpes. Remonté en selle jusqu'au sommet comme un symbole. Allez, je vous embarque à la rencontre de Marion Sicot, une fille qui remonte les pentes. Goodberry, c'est parti. Bienvenue Marion sur Goodberry. Merci. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. On va parler de plein de choses, notamment de sport, de reconstruction aussi, un peu de dopage. J'avais une première question. Quel est ton premier souvenir, toi, de cyclisme ? Mon premier souvenir, je me souviens quand j'étais jeune, je regardais le Tour de France. Et c'est vrai que j'admirais beaucoup Jan Ullrich. Souvent, en plus, il terminait deuxième derrière Lance Armstrong. Et c'est vrai que j'aimais bien le pousser devant la télé et à regarder, à l'encourager, quoi. Donc, c'est pas un souvenir en particulier, mais c'est des images de Jan Ullrich, des fois dans sa souffrance ou autre, et puis qui essayait tant bien que mal de rivaliser avec Lance Armstrong. Ouais. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Moi, j'avais une dizaine d'années. C'est le moment où t'as commencé le cyclisme ? Oui, c'est ça, ouais. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, donc totalement par hasard, après un stage de vélo que ma mère m'avait inscrite, un petit peu de force à la place de rester sur le canapé. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai gravi les échelons. D'accord. T'avais une jeunesse berrichonne, toi ? Je suis originaire d'Orléans. Je suis venue en fait dans le Berry pour la première fois à l'âge de 15 ans au lycée du Blanc, où il y a un sport-études de vélo. Donc c'est à partir de là, on va dire que voilà, mon amour entre guillemets pour le Berry est né, quoi. Comment tu qualifierais ta jeunesse ? Je la qualifierais de sportif, hein, forcément, puisque à partir de l'âge de 15 ans, je suis allée du coup au lycée du Blanc, puis après j'étais interne. Et puis après, comme j'ai gravi les échelons en tant que sportif de haut niveau au fur et à mesure, les week-ends, c'est pas week-end, on va dire, détente, amis, sortie, c'est compétition, voiture, et puis on rentre, et puis ainsi de suite au fur et à mesure, chaque semaine, c'est la même chose. Et le sport, ça arrive très tôt dans ta vie ? Ouais, le sport, je débute à l'âge de 5 ans par le judo. En fait, c'est à l'école, je suis assez turbulente, on va dire, un peu bagarreuse. J'ai deux grands frères aussi de 6 ans et 8 ans de plus, donc forcément pour faire un peu la loi à la maison, je suis obligée un petit peu d'utiliser un petit peu, on va dire, les points entre guillemets, puisque je pense qu'ils sont beaucoup plus forts que moi à cet âge, à l'âge qu'ils ont. Mais voilà, pour me canaliser un petit peu, on me préconise de faire du judo et voilà, ça m'apprend les règles et tout, et donc c'est bien pour la suite. Et toute petite, t'avais de l'ambition déjà ? On va dire que depuis toute petite, je supporte pas perdre, alors que ça soit pour n'importe quel jeu ou autre, j'ai vraiment l'esprit de compétition vraiment à fond. Ça va être un jeu de cartes, ça va être n'importe quoi, je vais toujours arriver première. Et donc, c'est vrai qu'après, dans le sport, ça va se retrouver très vite, hein, c'est-à-dire au judo, je vais toujours vouloir gagner. Et puis au vélo, c'est pas pareil, parce que quand je commence au début, je galère vraiment. Mais après, voilà, c'est cet esprit de compétition, en fait, il m'anime et il m'anime toujours, quoi, je veux dire. Quand tu dis je galère, c'est-à-dire ? La première course, du coup, que je participe à l'âge de 11 ans, au bout de 2 kilomètres, je chute. Je remonte quand même sur mon vélo, je termine dernière, très loin, même je vomis après l'arrivée. Tout le monde dit, on la reverra pas, celle-là. Puis la semaine d'après, au final, j'avais attrapé le virus et puis j'étais toujours présente. Le vélo, j'ai mis du temps à gagner.
à la fois avoir la force tout simplement et aussi avoir l'aspect tactique qui est aussi hyper important en termes de vélo puisque c'est pas forcément des fois le plus fort qui gagne. Il y a tout un jumelage, on va dire, pour décrocher justement la victoire. Et tu te souviens du déclic quand tu comprends ça ? Ouais, je me souviens que je m'oriente plus dans les courses où ça grimpe. J'arrive un peu plus à faire la différence du coup dans les bosses et on va dire la tactique est un peu plus facile que des fois dans les sprints ou sur le plat. Dans les côtes, la différence se fait plus facilement, je dirais. Et moi qui aime pas trop frotter, donc après naturellement la tactique, je vais savoir que faut faire la différence vraiment dans les côtes ou en haut des côtes et puis après je sais très bien que moi au sprint, je peux pas rivaliser avec des grandes sprinteuses parce que j'ai pas une bonne pointe de vitesse. Donc je vais plus m'orienter vers cet aspect. Et quand tu fais sport-études au Blanc, il y a des enseignements que tu as appris qui t'ont servi après pendant ta carrière ? Oui, je me rappelle très bien de mon entraîneur qui me disait de toute façon il faut 3 qualités au vélo, c'est le travail, le travail et le travail. Donc il me répétait sans cesse ça. Je suis arrivée en cadette 2, j'étais un petit peu boulotte on va dire. Voilà, j'avais encore tout à prouver et puis j'avais quand même une grande soif de vouloir progresser et de gravir les échelons. Et au fur et à mesure de ces 3 ans, il m'a vraiment fait passer des caps à chaque fois au fur et à mesure. On s'entraînait 3 fois par semaine. Il me permettait de m'entraîner un peu plus justement à d'autres soirs ou terminer des après-midi un peu plus tôt. Et donc naturellement, après j'ai eu les portes de l'équipe de France qui se sont ouvertes au fur et à mesure et c'est grâce à lui. À quel moment tu penses que ta vie elle tournera autour du cyclisme ? Quand déjà je rentre au sport-études, j'avais vraiment envie de gravir les échelons. Enfin, c'est un sacrifice entre guillemets, mais j'étais hyper proche de ma mère. Et au final, là, on passe entre guillemets de rentrer tous les soirs chez soi à l'internat. Surtout que c'est à 2h15 de la maison. Donc c'est-à-dire que chaque lundi matin, on se lève à 4h30, on part à 5h. Pour aller au lycée, le vendredi soir, je rentre à 20h. C'est un peu une vie familiale un petit peu qui est différente. J'ai cet objectif vraiment de progresser dans le vélo et vraiment de me donner les moyens pour réussir. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai envie. Et puis après, cadette 2, j'ai ma première sélection en équipe de France. Et là, à ce moment-là, je me dis, Marion, maintenant, faut mettre toutes les chances de ton côté. Et du coup, je suis beaucoup plus sérieuse aux entraînements pour la suite. Quand tu parles de sacrifice, c'est plutôt du coup des sacrifices par rapport à ta famille ? Oui, c'est sûr que c'est plus par rapport à la famille parce que du coup mes parents ils sont obligés de souvent poser une demi-journée. Il y a la fatigue aussi qui s'installe. Après il y a là aussi les repas de famille. Je suis très peu présente parce qu'au final c'est les week-ends et les week-ends c'est compétition. Des fois je rentre le vendredi soir, il est 20h et puis je repars le samedi avec mon équipe à 6h du matin parce qu'on a une compétition qui est assez loin tout le week-end. Donc au final je les vois vraiment en coup de vent et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, c'est sûr que mes amis, il y en a certains qui se sont éloignés et tout, parce qu'au final, on a une vie un peu à part des autres quand on est sportif. On peut pas se permettre de sortir le vendredi soir et rentrer à 2-3 heures du matin si on veut être performant dans la compétition le week-end. Donc j'ai essayé de les voir un peu plus, on va dire, l'hiver, mais c'est vrai que j'en ai perdu avec ça. Tu le regrettes ? Non, je le regrette pas. C'est à la fois du coup une vie différente, mais en fait, ça m'a apporté tellement de choses aussi à côté. Je veux dire, il y a le goût à l'effort, il y a aussi des amis que j'ai rencontrés aussi par le biais du vélo. Et puis j'ai visité au final quasiment, je pense, toute la France et puis même dans de nombreux pays. Donc forcément, c'est des choses que j'aurais pas pu faire, on va dire, si j'étais restée entre guillemets une personne, je sais pas si c'est le bon terme, lambda, mais pas une personne sportive. Et tu deviens pro à quel âge ? Je deviens pro vraiment, on va dire, à l'âge de 25 ans dans l'équipe belge. Alors pro c'est un bien grand mot quoi, on va dire, je mettrais bien des guillemets parce que je passe cycliste professionnel mais pas rémunéré quoi. Donc okay. C'est vrai que ça peut poser souvent beaucoup de questions aux gens. Mais le cyclisme féminin il progresse il progresse encore de toute façon depuis que j'ai plus ou moins arrêté, je dirais, mais il y a que quelques filles en France qui peuvent en vivre du vélo. Et moi j'étais pas rémunérée, donc c'est sûr qu'à côté je devais travailler et du coup c'est vrai que ça crée aussi des différences avec les filles internationales. D'accord. Il y avait une sélection pour être pro ? Il n'y a pas vraiment de sélection. En fait, tu te montres dans des courses et puis après, il y a des managers qui s'intéressent à toi. D'accord. J'étais passé, on va dire, 6 mois. J'avais passé dans une équipe italienne à l'âge de 23 ans. Puis finalement, ça s'était mal passé. Je m'étais pas bien intégrée. Moi, à la fois avec la barrière de la langue, j'étais même trop timide, je pense, hyper réservée. Et c'est vrai que j'avais pas réussi à passer le cap. Et puis après, du coup, j'étais revenue, on va dire, amatrice. Et puis après, là, avec l'équipe belge qui m'a laissé ma chance à l'âge de 25 ans, par rapport à mes résultats, c'était une seconde chance. D'accord. Tu te rappelles du moment où tu as signé avec cette équipe italienne ? Ouais, je m'en rappelle très bien. Justement, j'étais à l'entraînement de mes élèves au Blanc.
Et puis là, je reçois mon contrat, on va dire officiel, le jeudi soir. Il était vers 18h30 et voilà, je saute de joie, je suis heureuse comme tout. Enfin, après l'entraînement de mes élèves, j'appelle toute ma famille, j'appelle mes amis et tout parce que voilà, c'était une finalité en soi, quoi. C'est un but un peu dans la vie d'un sportif. Tu penses que c'est son meilleur souvenir professionnel? Je pense pas, non, mais bon, en fait, c'est vrai que quand tu signes un contrat et tout qui est professionnel, enfin tu te dis voilà, c'est la porte aux plus grandes courses, toutes les coupes du monde. C'est sûr que c'est quelque chose qui fait toujours rêver, quoi. Et ça serait quoi le plus beau souvenir professionnel du coup? C'était avec l'équipe de France. J'étais pas vraiment professionnelle, mais bon, je faisais partie de l'équipe nationale et voilà, il y avait d'autres équipes professionnelles. Et je termine 5e d'une épreuve de montagne où j'arrive avec toutes les meilleures et celle qui gagne, en plus, elle va gagner quelques semaines après la Coupe du Monde de Plouay. Et je pense que voilà, c'était une semaine où j'étais vraiment super bien. J'ai pu rivaliser avec les meilleures mondiales qui étaient présentes. Quand tu es dans les 10 meilleures et tout dans l'école, au final, ce que j'aime et que tu peux peser sur la course, ouais, c'est super important, quoi. Tu pourrais nous décrire rapidement le quotidien d'une cycliste? Le matin, on se lève, voilà, moi généralement aux alentours de 8h, grosso modo 7h30, 8h. Prends le petit déjeuner. Alors après, moi généralement j'aime bien faire un petit peu d'étirement ou de renforcement musculaire, comme ça on va dire réveille un peu le corps. 15-20 minutes. Surtout que moi aussi je suis un peu raide, donc des fois sur la position du vélo ça aide quand même. Et puis après généralement j'aime bien moi partir en fin de matinée. Donc généralement comme ça je me fais un bon petit déj et puis après aux alentours de 11h, voilà, quand j'ai la possibilité, suivant où je travaille, et ben je pars. Donc ça va varier de 2h jusqu'à 6h. Hein. Ça peut s'étendre vraiment sur la journée. Puis après, généralement, on rentre. Et puis c'est, on va dire, douche, un petit ravito, on va dire. Et puis après, c'est repos. Et puis le lendemain, on recommence. C'est un peu une vie monacale, quoi, je dirais. C'est pas une vie où voilà, on s'amuse ou autre, mais après c'est pas strass et paillettes, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est du travail. Et puis après bon, il y a des séances d'entraînement qui font mal, hein. Mais je veux dire, après voilà, quand on récolte les fruits le week-end et quand tu lèves les bras, en fait tous ces efforts là ils sont récompensés, quoi. Et quand on te dit un bon petit déj, c'est quoi? Le bon petit déj, moi généralement j'aime bien prendre une omelette, donc souvent c'est salé, soit une omelette salée jambon avec du parmesan, ou soit une omelette sucrée. J'ai découvert ça l'année dernière pendant le confinement, banane chocolat, qui est pas mal. Et puis après généralement je rajoute un fruit et puis un petit peu de céréales. Quand t'as des grosses séances, généralement ça te tient bien au corps. Ou alors sinon voilà, si c'est des plus petites séances, et ben on diminue et puis genre une omelette ça suffit largement, quoi. À ce moment-là, tu te souviens d'un échec? Des échecs, on en a souvent, hein. On va dire, plus souvent de déception qu'au final de joie, hein, malheureusement. Celui qui m'a le plus marqué, c'est en junior. C'était championnat de France, c'était à Vendôme en plus, donc dans notre région, donc c'était hyper important. J'étais très en forme et tout. J'étais vraiment, j'avais gagné une course avec les seniors 15 jours avant. Puis la semaine d'avant, on avait fait une dernière course avec la région pour préparer. Et là, avec les garçons, et j'avais attrapé une insolation. Et du coup, j'étais restée pendant 3 jours alitée avec 42 fièvres le lundi, mardi, mercredi. Je savais pas si j'allais pouvoir courir. Puis finalement, j'étais sur la ligne de départ le samedi et au bout de 20 km, j'ai lâché. Très compliqué dans la tête parce que j'avais fait tellement d'efforts et tellement de sacrifices, je dirais, et que j'étais vraiment en forme. Et je me souviens, j'ai dit à mon entraîneur, tout ça pour ça, quoi. Enfin, j'étais vraiment au fond du trou et j'ai mis une bonne quinzaine de jours à m'en remettre, quoi. Et ça t'a appris quoi? Je me suis dit, j'ai mis 15 jours, on va dire, à m'en remettre, mais après, j'avais encore plus soif pour me dire, j'espère bien briller sur d'autres championnats de France. Et t'arrives à transmettre ces enseignements à tes élèves aujourd'hui? Je pense que voilà, ça serait eux qui seraient mieux placés pour en parler, ouais. Mais en tout cas, j'essaye, quoi. Je pense que pour eux, c'est super important aussi qu'ils aient un entraîneur, on va dire, qui pratique. Ils savent très bien que je suis sur le vélo. Alors de temps en temps, je m'entraîne avec eux, mais pas souvent. Mais sinon, voilà, quand je leur dis des fois à faire des grosses intensités, que voilà, ça va être dur pour eux, ils savent que je sais ce que c'est de se faire mal sur un vélo. Je pense que des fois, il y a des professeurs ou autres, tu les vois un peu, alors bon, c'est cliché, mais genre bedonnant ou autre, et allez, 400 mètres à fond. Ils vont te regarder que là, pour eux, je suis actrice, j'essaye d'être hyper communicative avec eux. J'étais un peu moins dans mes débuts, je pense que j'étais peut-être moins mature et moins d'expérience aussi, mais voilà, j'essaye vraiment de les accompagner un maximal, et puis voilà, de les faire progresser et gravir, et si je peux leur faire gagner des fois du temps sur des choses que je sais, c'est avec grand plaisir.
Ton actualité, c'est un livre. Ce bouquin parle de ton expérience. Comment ça s'est passé pour que tu sois poussé dans ce méandre du dopage ? Alors, j'étais trop dans la passion à l'excès, je dirais, je pense, du vélo. Ouais, c'est-à-dire que j'avais tout construit autour du vélo. J'étais sportif de haut niveau, puis à la fois, j'avais passé tous mes diplômes pour être entraîneur. Donc, je pense que c'était un cercle vicieux, je dirais, entre guillemets. Puis en 2018, mon directeur sportif me redemande pour signer un contrat d'avoir 3 conditions. Donc, c'est-à-dire payer mes frais de déplacement, ce qui est interdit normalement quand on fait partie d'une équipe professionnelle. En plus, je ne suis pas rémunéré, donc ça veut dire que le vélo me coûte de l'argent. Après, je dois vendre aussi deux vélos au prix de 2 500 € de l'équipe de l'année d'avant. Plus des photos de moi dénudée tous les lundis pour excuse qu'ils surveillaient mon poids. Ça, c'est tous les lundis, je m'exécute, on va dire. C'est dans une petite équipe et tout. Faut savoir que le manager, c'est le seul décisionnaire. C'est-à-dire que si ils veulent me laisser toute l'année sur le banc de touche, il le fait. C'est-à-dire que je peux faire aucune compétition de l'année, donc c'est-à-dire que je m'entraîne pour rien au final. Ouais, c'est un sélectionneur en fait. Voilà, c'est un sélectionneur. Donc dans les petites équipes, quand t'en as qu'un, t'as un peu peur de lui et j'étais sous son emprise entre guillemets. C'était hyper compliqué pour moi parce que j'avais honte, clairement. Et puis du coup, au final, ma passion va devenir mon pire cauchemar puisque je regarde mon vélo des fois des heures avant de partir et je me mets à pleurer devant. J'arrive plus à éprouver de plaisir parce que du coup, le vélo me dégoûte avec ce que me fait subir mon directeur sportif. Puis après, au mois d'avril, quand il me demande aussi des photos un peu plus encore dénudées en string ou autre, j'arrête. J'en subis des grosses pressions, c'est-à-dire que des fois, il y a des rendez-vous à l'aéroport où il me donne rendez-vous à 10h et au final il vient me chercher à 18h où il y a même personne pour venir me chercher et j'attends. Donc c'est un broyage psychologique. Il y a une course par étapes notamment où je suis même pas massée non plus par le masseur alors que pour récupérer on est massé normalement tous les jours. Je sombre, je m'isole de toute façon et puis j'arrive pas à en parler à mes proches parce que j'arrive plus à communiquer tout simplement. Et là je décide de me dire dans un mois il y a le championnat de France donc on est au mois de mai. Si j'obtiens une performance, peut-être avec un maillot bleu, blanc, rouge, il me laissera tranquille et m'accordera autant d'importance que les autres. Ou alors, il arrêtera définitivement de m'harceler. J'achète de l'EPO sur Internet et puis le 24 juin 2019, c'est le jour de mon anniversaire. C'est censé être un beau jour. Bon, je suis en surveillance de bac. Bon, c'est pas hyper captivant. Et puis là, je me dis... ça va pas bien. Et puis je décide de prendre la seringue et puis tout simplement de m'injecter de l'EPO. Le 27 juin, c'est le championnat de France de contre-la-montre. Et là, contrôle antidopage pour ma part. Et donc, forcément, je suis détectée positive. Ça tombe le 18 juillet 2019. Tout s'effondre, clairement. C'est un gros chaos. Là, je retourne un peu en fait dans la réalité de ce que j'ai fait. J'ai fait une grosse connerie. Et là, je vois tout qui s'effondre parce que c'est-à-dire que le vélo, c'est fini. Il faut que j'en parle à mes proches. C'est le risque aussi de perdre son travail. En fait, tout ce que j'ai construit, enfin le peu que j'ai construit, je dirais, tout s'écroule. Et donc, je me mure au début dans le silence, je mens même. Et puis parce que c'est hyper dur de pouvoir communiquer et surtout de dire à ses proches vraiment ce qui s'est passé sur toute mon histoire avec le harcèlement que m'a fait subir aussi mon manager. Ça sort dans la presse le 20 septembre et puis j'arrive à le dire vraiment à ma famille le 14 octobre. Et la véritable histoire sur le harcèlement et sur ma prise de PO. Et puis après, c'est un combat à la fois pour se battre parce que forcément, je suis suspendue parce que j'ai commis une faute, ce qui est logique. Mais normalement, EPO, c'est 4 ans. Et donc, les instances vont me donner 2 ans avec les circonstances atténuantes du harcèlement sexuel que m'a fait subir mon manager, ainsi que ma seule prise unique de PO, qui m'a fait au final augmenter aucune performance. Puisque maintenant, c'est facile de voir ça avec les logiciels, les capteurs de puissance. J'ai rien gagné au niveau des watts ou autre. De toute façon, au chemin de France, j'étais restée à ma place. J'étais tout le temps dans le top 10. Et puis après, il y a les dépôts de plainte aussi face au manager et tout, quand on se sent un peu plus prête et plus épaulée, je dirais, pour la suite judiciaire. Avec tes coéquipières, t'as jamais pu en parler ? Non, j'ai jamais réussi à communiquer avec eux. C'est vrai que plusieurs fois, ils m'ont dit, Marc, donc c'était le directeur sportif, il est bizarre avec toi, pourquoi il est si méchant ? Il est étrange, quoi. Et j'arrivais pas à communiquer parce que c'est vrai que souvent je me mettais à pleurer ou j'avais tellement honte en fait de leur dire en fait c'est parce que chaque lundi je lui envoie des photos de moi dénudée puis là j'y ai pas envoyé donc il est pas content. La honte était inversée clairement parce que c'est lui qui était en tort mais au final je me disais c'est de ma faute. Comment tu sais que c'est de l'EPO qui te convient ? Ouais, j'ai pas forcément réfléchi, c'est parce qu'on va dire que l'EPO c'est connu dans le vélo, c'est ça. Quand je tape sur internet, en fait, je pensais pas que c'était aussi facile clairement de s'en procurer.
Et donc à ce moment-là, je réfléchis pas, puis je me dis je vais prendre de l'EPO, mais ça aurait pu être n'importe quel médicament. C'est parce que c'est vrai que dans le vélo, c'est, on va dire, c'est pas le produit phare, quoi, parce que c'est pas le mot approprié, mais ouais, c'est le produit le plus connu, je dirais, avec les scandales de dopage qu'il y a eu. C'est cher ? Ouais, ça m'a coûté 540 €, donc il y avait 10 fioles. Au final, j'en ai utilisé qu'une en plus. Ça a quand même un coût. Comment tu sais comment l'injecter ? En fait, je regarde des tutos sur YouTube, quoi, tout simplement. Donc, c'est vraiment de l'amateurisme de base. Ouais, c'est dingue, hein. C'est-à-dire que je reçois 10 fioles. En gros, c'est de la poudre blanche dans des fioles. Et puis, là, je me dis, j'ai pas d'eau distillée, donc il faut que je me fasse bouillir de l'eau. Et puis, du coup, je me fais bouillir de l'eau. Et puis après, donc, il y a la seringue aussi qui est fournie dans le colis. Et puis, après, je regarde sur YouTube comment s'insérer, du coup, le produit. Et je vois que, du coup, il y a trois façons de le faire. Donc, soit dans la veine. La veine, c'est tu risques encore plus avec ta vie, même si au final je risquais quand même quelque chose avec ma vie, puisque ça venait de Chine, je savais même pas ce qu'il y avait dedans, quoi. Mais à ce moment-là, j'avais pas réfléchi à ça. Ou soit après dans le ventre, ou soit dans le fessier. Et donc après, moi je me dis, dans le ventre c'est un peu plus facile parce que forcément on le voit, quoi. Donc voilà, je décide de le faire dans le ventre en tout simplement regardant les tutos, quoi. Et à ce moment-là, t'hésites pas ? Pour toi, il y a pas de doute à avoir ? Si, j'hésite beaucoup. Au final, des fois, quand on voit aussi des infirmières en 10 secondes, elles nous font une prise de sang ou autre, là, je mets plus de 30 minutes à le faire. C'est-à-dire que je transpire, je tremble, je m'y reprends à plusieurs fois. Au final, mon ventre, c'est un tas de gruyère. Il y a plein de trous partout parce que j'arrive pas à vraiment me l'enfoncer. Voilà, j'hésite. Parce que en fait, le vélo, pour moi, c'est quand même c'est sacré parce qu'au final, j'ai tout construit autour de ça et je franchis cette fameuse zone rouge. Là, c'est comme si un peu le Graal, en gros, je le salis. Mais j'essaye de me déconnecter. En fait, c'est assez particulier à l'expliquer. Après, je pense qu'avec mon livre, c'est plus facile. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye de me détacher de la réalité et de ce que je fais. Quand tu fais ça, tu es dans le déni, c'est-à-dire qu'à un moment, tu sais très bien qu'il peut y avoir des contrôles antidopage. Ouais, à ce moment-là, en gros, je me dis, soit je suis pas prise et puis ça marche, très bien. Et si je suis prise et ça passe pas, tant pis. Mais au moins, mon manager, il arrêtera de m'harceler. En fait, je me rends pas compte, en gros, de l'impact que ça va avoir. Et en fait, je minimise à ce moment-là quand je fais le geste. Et je me dis, c'est pas grave, au pire, ça sera annoncé que je suis contrôlée positif. En fait, forcément que ça va me faire du mal, mais j'arrive pas à me rendre compte vraiment des conséquences dramatiques de la suite. Quand tu sais que tu vas être dépisté, tu sais que c'est terminé, là ? Ou tu te dis que je vais quand même passer entre les gouttes ? Et à ce moment-là, vraiment, je sais même pas, en fait, si ça passe ou pas, quoi. Je sais que ça fait 3 jours que je l'ai fait. Donc je me dis ça passe pas. En fait, j'ai pas regardé sur internet. J'étais hyper naïf. Et je fais le contrôle tout simplement. Et puis je me dis on verra, quoi. En fait, au final, ça sera le 18 juillet vraiment que j'apprendrai que ça passe pas, quoi, tout simplement. Et quand ça passe pas, ta première réaction c'est quoi ? Tu nies ? Là, à ce moment-là, de toute façon, je pleure déjà, hein. Là, il y a beaucoup de larmes. Quand j'ai l'Agence française de lutte antidopage, je leur dis tout simplement, je comprends pas, j'ai rien fait. Voilà. La première chose, c'est de nier, de mentir. On se retrouve devant le fait accompli, puis on n'arrive pas à parler. Je demande l'analyse de l'échantillon B, qui sera fait au mois de septembre. Au final, comme je suis dans le déni, dans le mensonge, en gros, je cherche des excuses à tout prix parce que je suis pas prête à parler, tout simplement, dans un premier temps. Et donc l'analyse de l'échantillon B, le résultat va tomber donc vers le 20 septembre, le jour où en gros tous les médias s'emparent de l'histoire. Et donc après là, ça va être un déferlement à la fois médiatique sur les réseaux et tout, parce que l'annonce de mon contrôle, ça va être très très dur à vivre. Derrière l'ordinateur, des fois il y en a, ils se sentent un peu plus puissants, mais j'en vois qui me disent brûlons vifs, pendons-la. C'est des messages hyper violents. Je me mets vraiment à pleurer, derrière. Derrière l'écran, et puis même je pense à mettre un terme à mes jours parce que je fais une assurance obsèque, parce que je me dis comment je vais sortir de cette histoire, clairement, et puis aussi comment je vais pouvoir en parler vraiment à ma famille, parce qu'à ce moment-là je suis pas prête à dire la vérité. Les réactions de tes proches ? À ce moment-là, en fait, mes proches, ils savent pas vraiment l'histoire. Après, ils se doutent que j'ai triché, mais à ce moment-là, en fait, c'est pas leur important, quoi. Pour eux, c'est vraiment de me sauver, entre guillemets. Et comme ils me disent, mais en fait, on s'en fiche de Marion la cycliste. Nous, ce qu'on aime, c'est Marion la personne. Ils pensent vraiment, c'est plus à me soutenir et à m'épauler. Marion, t'as peut-être fait une connerie, mais en fait, nous, quoi qu'il arrive, de toute façon, on sera toujours là. C'est vraiment plus un soutien. Et puis, j'ai envie de dire, dans ces histoires-là, au moins, ça permet de faire le ménage un peu sur ses amis. Et puis après, de ressouder les liens, je pense, avec sa famille. C'est risqué physiquement, ça c'est sûr. Mais à ton avis, est-ce que c'est risqué psychologiquement aussi ?
C'est sûr que ça fera toujours partie de ma vie, quoi, j'ai envie de dire. Et il faut apprendre à vivre avec, à assumer. C'est comme si t'as un beau tableau, entre guillemets, t'as une grosse tâche à côté. J'ai appris à vivre, à assumer mon histoire, à parler. Et c'est pour ça aussi que je témoigne beaucoup. Et à la fois sur le dopage et sur le harcèlement, aux plus jeunes ou aux éducateurs, pour essayer de servir si je peux. Mais c'est sûr que psychologiquement, au départ, ça a été très dur, puisque j'avais tellement fait d'efforts pour le vélo ou autre. Et puis entre guillemets, quand je reviendrai dans le peloton, ça sera pas pareil quand même, parce que je veux dire, il y aura toujours des personnes qui seront suspicieuses. Puis après, j'aurai toujours des critiques. Faudra que je vive avec. Et quand on te dit il y a 2 ans de suspension, oui. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 ans ? Je le sais vraiment depuis le 5 janvier 2021, donc c'est-à-dire que le 18 juillet 2019, je suis suspendue donc directement. Et donc après, au final, le jugement, je vais passer qu'au mois de décembre 2020 pour savoir exactement ma sanction. Donc c'est-à-dire que je suis suspendue provisoirement. Donc là, c'est très très dur à vivre, puisque le matin, je sais même pas en fait pourquoi je me lève. Tout était rythmé avec le vélo et au final, gère clairement. Et je me dis, purée, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ou autre. Je me cherche beaucoup. Je prends 15 kilos. Ça va pas bien, quoi. Je suis en dépression, je dors plus. T'arrêtes net le vélo ? J'arrête j'arrête une dizaine de jours, mais après en fait j'en fais un petit peu de temps en temps. Comme ça, quoi. Je fais 1 heure, on va dire, aller par semaine. Du coup, je passe de 20 heures à 5 heures. Très peu, avec beaucoup de malbouffe à côté. J'arrive plus à éprouver de plaisir et tout. Je continue parce que j'ai quand même un petit besoin de me dépenser. Et puis en plus, c'est très dur parce que quand on a été entre guillemets à haut niveau, et en fait, on voit que, en gros, on n'avance plus, quoi, sur le vélo, clairement. Parce que c'est très dur, on va dire, de progresser, des fois de gagner quelques watts par-ci par-là, mais par contre, c'est très facile d'en reperdre. Jusqu'à juillet 2020, clairement. Enfin, non, même jusqu'à mars 2020, pardon. Jusqu'à la fois où je passe à stade 2 à la télé pour vraiment dire la vérité sur mon histoire. Là, ça va pas. Et après, mars 2020, en plus, il y a le confinement avec le Covid. Au final, ça va me servir beaucoup. Je vais pouvoir me renfermer un petit peu chez moi. Et puis là, reprendre vraiment goût au sport et redevenir, entre guillemets, une athlète, alors qui fait pas de compétition, mais qui reprend du plaisir vraiment sur son vélo. Ouais, c'est drôle, c'est pendant le confinement en fait que tu reprends. C'est ça. On va dire qu'il y en a beaucoup qui ont subi le confinement. Et moi, en fait, je suis vraiment devenue actrice du confinement. C'est-à-dire que l'homme trainer, en plus, j'en faisais de base beaucoup avec mon premier entraîneur. Et là, à ce moment-là, tous les jours, je fais de l'homme trainer. Je fais même pendant le confinement un 4x6 heures. 6 heures par jour, donc un 24 heures, on va dire, en 4 jours. Je me lance plein de défis. Je fais un petit peu de course à pied aussi parce qu'on a le droit à 1 heure. Au final, je reviens avec 15-20 heures par semaine d'entraînement pendant le confinement. Alors que beaucoup, justement, ont arrêté le sport et étaient un peu en dépression à ce moment-là. Quelle a été la réaction des premiers entraîneurs ? Mon premier entraîneur, Jean-Luc Dublanc, il m'a pas vraiment dit quelque chose. Il m'a laissé, puis après, il est revenu vers moi. Il a dit de toute façon, moi je t'ai vu faire tes efforts, tes sacrifices. Je t'ai vu vraiment souffrir sur le vélo et tout, donc ça n'enlève rien à tout ce que tu as fait et toutes tes capacités. Il n'est pas rentré plus dans le détail. On n'a jamais vraiment parlé profondément du sujet. Franck Alaphilippe, qui m'a entraîné pendant cette année-là, il m'en a pas voulu non plus. Il m'a juste dit c'est dommage que quand j'étais au fond du trou que j'ai pas réussi à lui en parler. Et après j'avais un troisième entraîneur que j'avais eu pendant 3-4 ans qui lui m'a carrément coupé de ses réseaux sociaux. C'était clair et net et c'était fini. C'est dur ça ? Ouais, c'est dur quoi. Certes, j'ai fait une bêtise, une bêtise même plus grave. Certes, je peux comprendre qu'ils se sentent un peu trahis ou autre. Je pense que j'ai fait vraiment plus de mal à moi qu'à eux au final. Et c'est sûr que quand on se sent un peu rejeté comme ça, c'est pas évident à vivre. Après, c'est sûr que c'est un regret. S'il revient à me parler, je serai la première heureuse. Après, c'est son choix, quoi. D'accord. Et ce bouquin, c'est un témoignage pour alerter une confession ou c'est plutôt une thérapie pour toi ? J'emploie le mot livre-thérapie, vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, je l'ai fait avec mon meilleur ami. Et au départ, c'est juste pour aller mieux, tout simplement. En fait, il me pose des questions ou autre. Et puis, moi, je suis pas communicative. Sur une question, je vais lui mettre 3-4 lignes. Donc, pour faire un livre, on en est très loin. Et puis petit à petit, je vais réussir à me livrer et puis ça va me faire vraiment du bien en fait d'écrire tout simplement tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti et vraiment expliquer. Et puis de fil en aiguille, ça va faire des chapitres et puis un livre. En gros aussi, c'est un témoignage. Et puis dans ce livre, je me livre vraiment à nu sur toute mon histoire, clairement. Je donne tous les détails ou autres et j'ai pas de secret. Est-ce qu'il s'agit du dopage, sur ma reconstruction, sur le harcèlement. Et je pense que ça peut servir aussi
voilà, à certaines certaines personnes pour se retrouver. Des fois alerter aussi à la fois les éducateurs ou les instances ou autres pour servir de message et de témoignage. Mhm. Tu penses que tu es plus connue maintenant que tu as écrit ce bouquin que quand tu étais sportive ? Ouais, au final, je pense que c'est vrai qu'au niveau média, clairement, avant, je faisais partie, allez, on va dire des 5-6 meilleures françaises quand ça grimpait. Mais voilà, mon nom, il y avait que, on va dire, ceux du monde du vélo un petit peu qui le connaissaient. Et là, c'est vrai que du coup, avec mon histoire et puis avec le livre, au final, je suis un peu plus connue. Je cherche pas vraiment la gloire, hein, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de partager mon histoire. C'est pour ça aussi que j'ai parlé. J'interviens aussi, comme hier, je suis intervenue à Angoulême dans un lycée pour la journée du harcèlement. J'ai fait aussi une conférence sur les dérives du sport. Enfin, mon but, c'est vraiment plus de partager avec des éducateurs ou des jeunes sur mon histoire et de les aider et puis d'oser de libérer la parole tout simplement. Et du coup, tu as dû apprendre à communiquer ? Comme je l'ai dit, timide et réservé, d'un sens, mon histoire, du coup, avec ma reconstruction, ça m'a quand même permis de grandir et d'évoluer et du coup d'être beaucoup plus communicative et clairement, je vais pas dire que je suis à l'aise, mais ça va mieux et je commence à réussir à bien parler. Enfin, je sais pas si je parle bien, mais en tout cas prendre du plaisir à communiquer. Et ta reconstruction, elle est passée aussi avec des thérapeutes ? J'ai été suivie par un psychologue et c'est pas super bien passé. Je pense qu'il faut avoir le feeling avec le psychologue. Et on va dire qu'il était assez perché et au final j'ai fait trois séances avec lui, mais bon à la troisième séance quand il se rappelle plus de notre rendez-vous et puis il me pose des questions qu'on a déjà vues à la première séance, là je me dis oulala, ça va pas du tout, donc je me suis plus reconstruite toute seule avec l'aide de mes amis qu'avec des psychologues ou avec des psychiatres. S'il y avait un conseil que tu pourrais donner toi pour une reconstruction, ça serait lequel ? Pour une reconstruction, je dirais la base de toute façon, comme je le dis et je le répète, ça serait plus la communication. Communiquer, exprimer vraiment ce qu'on ressent pour avancer parce que c'est sûr que tes amis ou ta famille ils peuvent t'aider, mais en fait, il y a que toi qui peux avancer. Et après, des fois, si tu les aiguilles un petit peu ou autre, ils peuvent justement des fois t'apporter quelques billes pour toi que tu avances et ainsi de suite et gravir au fur et à mesure, on va dire, les marches. T'es aussi triathlète ? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours des soupçons ? Ouais, il peut y avoir toujours des soupçons. Mais en fait, là, je peux pas faire mieux, entre guillemets, c'est-à-dire que chaque jour, je peux être contrôlée. C'est-à-dire que je suis suivie par Adams, que chaque jour, je dois donner 1 heure où je me situe. C'est quoi Adams ? Adams, en fait, c'est un logiciel pour dopage, pour les sportifs de haut niveau ou les sportifs comme moi qui ont été contrôlés positifs. Chaque jour, je dois lui donner 1 heure entre 6h et 23h où il peut me contrôler inopinément. C'est un petit peu comme, on va dire, un bracelet électronique au final pendant 1 heure. Donc j'ai déjà subi 2 contrôles antidopage, là au mois de juin justement avant ma reprise, là au mois de juillet aussi à l'Alpe d'Huez. Et donc je donne mon adresse chaque jour, donc c'est-à-dire que chaque jour je peux avoir un contrôle. S'ils veulent me contrôler 7 fois dans la semaine, ils peuvent. En brun, je termine 2e à l'Ironman. En plus, il y a eu un contrôle antidopage, donc j'étais super contente qu'il y ait un contrôle antidopage aussi après la compétition. Pour tous ceux qui me soupçonnent, je peux pas faire mieux. Ceux qui jugent, entre guillemets, je pense que qui n'a pas fait d'erreur une fois dans sa vie, si t'as pas de deuxième chance, clairement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aura une deuxième chance sur d'autres sujets. On est d'accord. Là, tu viens de battre le record de dénivelé en 24 heures. Oui, c'est ça. À l'Alpe d'Huez, c'était en septembre, je crois. Ouais, le 18 et 19 septembre. Pourquoi tu t'es attaqué à ce record ? Ce record, on l'avait fait justement avec mon meilleur ami qui est mon entraîneur le 18 juillet 2020. Donc j'étais dans une autre ambiance puisque je savais pas encore combien de temps j'allais prendre. J'étais plus partie pour avoir 4 ans de suspension. On avait fait l'Alpe d'Huez que je l'avais jamais grimpé. Et lui, le record du monde, il avait assisté il y a 6 ans la fille qui avait battu le record du monde. Donc lui était dans un autre staff pour un handicapé qui le faisait également. Et donc le 5 janvier quand j'ai appris que j'avais mes 2 ans de suspension et que le 19 juillet 2021 ça s'arrêtait, il m'a dit pourquoi tu le battrais pas parce que il connaît vraiment mes qualités d'endurance et de résistance. Naturellement, en gros, on l'a planifié et on l'a travaillé, on a fait une fois 8 heures, une fois 12 heures avec le tableau de marche. Et en fait, c'était un défi qui me correspond un petit peu parce que c'est 24 heures où tu es un peu seul avec toi-même et tu dois dompter des fois des petits démons qui te disent allez, moins vite, arrête. Et puis à la fois aussi des moments d'euphorie, quoi. Et c'est vrai que ton effort, tu le gères toi-même. Ouais, je trouve ça moins fort symboliquement, tu vois, d'être toute seule et vouloir retrouver les sommets, quoi, un peu.
C'est ça en quelque sorte, puisque j'étais à la montagne forcément. Hein. Je gravissais à chaque fois en faisant demi-tour les sommets. Puis en 24 heures, en gros, ça résume aussi un petit peu l'ensemble d'une vie ou l'ensemble de mes 2 ans, je dirais. C'est-à-dire que il y a des hauts, il y a des bas. Pour ces 24 heures, j'ai pas eu des super conditions, puisque j'ai eu de l'orage de 3h30 à 5h qui m'a contraint à m'arrêter. Voilà, j'étais en avance sur le record du monde. Le record, c'était 14 622. Et moi, j'étais sur un tableau de marche de 16 000. À 5h, il continuait à pleuvoir. Et là, en fait, j'étais dans la voiture réfugiée. Hein. Et là, je me dis, c'est pas grave, je repars, quoi. L'orage était passé, mais pas la pluie. Et là, je me souviens d'une personne à la voiture, il m'a dit, mais ça va pas, il pleut, t'arrêtes, c'est pas grave, tu recommenceras plus tard. Je dis, non, un record du monde, c'est une fois, peut-être dans ta vie. Et là, je redémarre, voilà, il fait froid, il pleut. Au début, dans la tête, c'est hyper dur parce que du coup, je suis presque en retard sur le record. Et donc j'arrive quand même à me dépasser et à aller le chercher. Et bon, après j'aurais bien aimé faire 16 000, du coup je fais 15 339, avec l'arrêt d'1h30. L'important c'est quand même de l'avoir battu. Et puis ça résume un petit peu aussi mes 2 ans avec ma reconstruction, c'est-à-dire que je me suis battue pour aller l'avoir. Ouais, c'est un aboutissement du coup, c'est une revanche. Ouais, c'est un aboutissement parce que au final, c'est moi qui a battu le record du monde, mais derrière, il y avait toute une équipe. Il y avait plus de 20 personnes qui étaient là pour m'aider, pour faire les demi-tours aussi en voiture, l'assistant, le mécano, mon entraîneur, ma famille. C'était moi qui étais sur le vélo, mais en même temps, c'était toutes les personnes qui m'avaient soutenu aussi durant ces 2 ans qui étaient présents et ça fait toujours chaud au cœur. D'accord. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt ? Moi, c'est vraiment le sport déjà de base, c'est mon centre d'intérêt. C'est-à-dire que, voilà, généralement, le matin, je me lève, je regarde un peu les informations sur le sport, ce qui s'est passé dans toutes les activités un petit peu, on va dire, sportives. J'aime bien aussi cuisiner. Ça, c'est pas mal. Et après, voilà, les choses simples aussi que des fois, je n'arrivais pas à trouver l'équilibre, c'est vraiment sortir avec mes amis ou ma famille. Des fois, voilà, justement, dans la passion à l'excès, j'évitais ces sorties-là. Et au final, on est bien mieux dans la tête quand des fois on trouve cet équilibre entre le sport et puis ses amis et puis des sorties. C'est pas des grands centres d'intérêt, mais c'est ceux qui sont chers à mon cœur, quoi. Et si t'avais pas été cycliste, t'aurais aimé faire quoi ? Si j'avais pas été cycliste, à un moment donné, je m'étais tâtée pour devenir boulangère. Alors c'est complètement différent. C'est-à-dire que voilà, mon papy était boulanger avec ma grand-mère, il tenait une boulangerie. J'ai été quelques fois quand j'étais petite. Je m'étais renseignée un peu sur les formations. Et après, c'est vrai que c'est pas hyper compatible pour le sport de haut niveau par rapport aux horaires. Et aussi, si tu craques un petit peu dans les viennoiseries et tout, ça le fait pas trop pour aller grimper des cols, quoi. Mais c'est vrai que c'était un métier qui me passionne et voilà, que je regarde avec admiration. Et outre le cyclisme, quel est ton sport favori ? Donc la natation, le tennis aussi, j'aime pas mal, quoi. Je veux dire. Okay. Ça serait voilà mes sports un petit peu que je regarde et que je suis un petit peu les résultats. Bon. J'ai l'habitude de demander si tu avais un livre ou un film que tu as beaucoup aimé. $1 Million Baby. Après c'est un peu triste quand même. Ouais, c'est un beau film que je regarde bien. Après j'aime bien aussi les films historiques un peu comme Alexandre, Gladiator, des films un peu d'action. Mais sinon $1 Million Baby, je pense que c'est un de mes films préférés. OK. Marion, pour terminer le podcast, j'ai toujours la même question. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? J'aime bien les routes de la Brenne avec les étangs. C'est souvent par là que je m'entraîne. Et c'est vrai que, par exemple, l'étang de René ou autre, j'aime bien justement, c'est calme. Et voilà, on a l'impression qu'on est sur son vélo, entre guillemets, d'avoir un peu une carte postale. Je voyais hier, avec le soleil, c'était vraiment magnifique. T'es tout seul sur ton vélo à regarder un petit peu... les étangs, les oiseaux et puis du coup tu récupères en même temps de faire ton sport. Pourtant toi qui aimes bien grimper, c'est plutôt plat. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt plat. Mais bon, ça change. Après, quand je vais aller grimper un peu de boss, je me dirige plus vers la Creuse ou vers Aiguson. C'est vrai que moi, mon parcours, mes parcours préférés, c'est quand même quand ça grimpe. Bon, super. Merci en tout cas Marion pour la discussion, c'était très intéressant. Merci pour l'honnêteté aussi. Pas de souci, avec plaisir. À plus tard. Ouais, au revoir. Salut, ciao. Hello, j'espère que cet épisode vous a plu et que cette expérience de vie vous aura intéressé. Je radote un peu, mais je vous demande de noter le podcast avec plein d'étoiles sur votre plateforme préférée ou de partager les posts Facebook ou Instagram. Ça me prend quelques secondes, mais ça m'aide vraiment. Je vous retrouve bientôt avec un nouvel invité berrichon. D'ici là, portez-vous bien et inspirez-vous.